Comme vous l'avez compris, nous sommes en mode hybride, mais c'est normal, c'est la commission digitale du CIAN. Donc c'est tout à fait normal que ce soit en hybride. Il est 18h32, je pense que nous pouvons commencer. Les gens commencent à arriver. Nous avons quelques personnes aussi ici en physique au siège du CIAN à Paris. Et nous avons des intervenants, normalement trois des intervenants, trois ici, et on est mixte, hein, et trois à distance pour cette seconde conférence de la commission digitale de l'année qui traite du e-gouvernement. Alors, après, on verra si on prend ce mot-là, e-gouvernement, cyber-administration, en tout cas le digital dans le secteur public et notamment sur l'ensemble des services gouvernementaux. C'est pas un sujet récent parce que on en discutait ensemble il y a une dizaine d'années au Congo, hein, ça ne nous rajeunit pas, Luc. Mais d'un autre côté, on voit qu'il y a de plus en plus de sujets, et notamment de financement des bailleurs de fonds internationaux. Je pense à la Banque mondiale, au PNUD ou à d'autres, on pourra en rediscuter, et que ce sujet prend une véritable importance. Euh, Importance renforcée par la crise Covid, qui a été un révélateur de l'importance de mettre du numérique dans la fonction publique, dans les gestions des administrations, dans la manière dont les États, par exemple, diffusent les filets sociaux. Ça a été un véritable révélateur il y a 4 ans, sur d'autres sujets aussi en Afrique comme en Europe, et particulièrement celui-ci, d'où beaucoup de sujets à travers le monde et le continent. Pour ma part, je me présente, Jean-Michel Huet, je suis président de la commission digitale du CIAN et associé chez Bearing Point, connaissant un petit peu ces sujets de digital en Afrique. Alors, autour de moi, je commence déjà par les physiques, hein. Luc Missini-Bassi, qui est conseiller numérique du Premier ministre du Congo-Brazzaville. Luc, merci d'être venu. Il repart demain au Congo. Donc, merci d'avoir prolongé ton déplacement pour être avec nous. À ma droite et à ma gauche pour l'écran, Jean-Marc Bonicelli, vous êtes directeur de développement des solutions digitales à AGS RM. Allez. Merci d'être avec nous. Et alors, à distance, alors c'est pas pratique parce qu'ils sont dans mon dos, je crois que nous avons au moins deux des trois intervenants, voire les trois. Non, nous avons deux des trois intervenants. Nous avons Aristide Adjinakou, qui est le directeur du pôle système d'information et digitalisation de l'Agence des systèmes d'information et du numérique du Bénin. Bonjour monsieur, vous nous entendez? Je vous entends très bien. Bonjour. Bonjour à Bonjour tous. et merci d'être là à distance. Nous avons également Christophe Lepoivre, qui est vice-président Sales Identity and Biometric Solutions chez Thales. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Et nous devrions avoir depuis Tunis, je ne le vois pas encore, mais j'espère qu'il pourra nous rejoindre, Monsieur Adel Chouari, qui est le directeur général du registre des entreprises tunisiennes, qui est un bel exemple de comment on utilise le numérique au niveau de l'État, mais également au service des entreprises et des citoyens. Je vous propose une heure de conférence, donc d'échange à bâton rompu entre tous nos intervenants, et puis après on laissera un peu de temps pour des questions. Alors, pour ceux qui sont physiquement avec nous, ça peut être à l'oral. Pour ceux qui sont à distance, c'est en utilisant la partie questions et réponses, Q et R de Zoom, en direct, hein, parce que comme ça sera en replay. Pour ceux qui sont en replay, ça ne marche pas, mais en direct, et Virgile se fera une joie de nous poser les questions si vous en avez. Je voudrais peut-être commencer d'abord pour mettre un peu faire un petit état de l'art du e-gouvernement aujourd'hui en Afrique. Comment vous voyez-vous les sujets? Alors, j'ai peut-être commencé par les deux intervenants qui ne sont pas liés à un pays, parce que c'est une vision globale, donc notamment Jean-Marc ici et Christophe à distance. Et puis après, peut-être faire des focus concrets sur le cas de deux pays, qui sont ceux du Bénin et du Congo, de nos deux intervenants, mais si vous avez le droit de parler au-delà, parce que j'imagine que vous êtes souvent dans des colloques internationaux. Jean-Marc, par exemple, vous, quelle est un peu votre vision de cette transformation du numérique pour le gouvernement, qui est bien notre sujet du jour, en Afrique? Alors, pour ce qui nous concerne, sans parler que de l'Afrique, mais déjà, si on prend en métropole, puisque effectivement, on est basé un peu partout dans le monde, mais on a une grosse part d'activité en métropole. On a senti, depuis la partie Covid, je dirais, cette vague vers le digital. Mais, donc, pour parler de l'Afrique, c'est aussi quelque chose qu'on ressent de plus en plus. C'est-à-dire que si on prend dans le cadre de notre activité, qui est le Alors, traitement précisez du, peut-être, parce que ouais, AGS, Record ouais, Management, voilà. tout le monde ne connaît peut-être pas. Alors, Donc, en deux mots. en deux mots, on va dire quatre plutôt, parce que ça va être plus compliqué. On a quatre activités. Le premier qui est le pôle audit conseil. On D'accord. tourne tout tourne autour du document chez nous. Donc, il soit D'accord. sous sa forme papier ou sous sa forme électronique. Donc, on a un pôle audit conseil. On a le métier d'origine historique et la conservation des documents papier. On a deux autres activités, qui est la transformation du papier en numérique, donc transformation d'un format papier en PDF, hein, portable, et toute une activité qui tourne autour du digital. Donc, si on prend la période Covid, hein, avant ou après, on va dire, on était plutôt dans des opérations de numérisation des documents,
et stockage du papier, et puis mise à disposition de l'image au travers d'une plateforme. D'accord? Donc ça, on a fait pas mal de projets dans ce sens-là. Et puis là, on Oui. sent de plus en plus maintenant une orientation vers l'automatisation du document, c'est-à-dire la prise en charge d'un document papier, sa numérisation, la mise en place de systèmes de workflow au travers d'une GED avec un archivage et une exposition de cette information-là, soit sous une forme de portail qui peut être créé, je dirais, par les différentes administrations, soit pour une utilisation en interne, c'est-à-dire un truc tout bête, la gestion d'une facture avec une validation jusqu'à son paiement et la mise dans son ERP. Voilà, donc c'est vrai que depuis quelques années, maintenant, on a cette accélération et cette demande qui est de plus en plus forte au travers des rencontres qu'on fait dans les différents pays d'Afrique. C'est pas un seul. Il y en a peut-être qui sont un peu plus en avance que d'autres. Là, je pense à la Côte d'Ivoire, au Bénin, etc. Mais voilà, donc on est plutôt dans cette tendance-là aujourd'hui autour du document. C'est vrai que l'administration, quelqu'un m'avait dit un jour, l'administration, quel que soit le pays, 80% du temps des gens de l'administration, c'est de gérer de l'information. Donc, quelque part, effectivement, formation sur les personnes, voilà, sur l'ensemble. Donc, effectivement, c'est un enjeu assez clé. Christophe, de votre côté, vous avez le même sentiment que ce sujet prend de l'ampleur? Écoutez, comme vous l'avez dit en introduction, c'est pas un sujet nouveau. La numérisation, la digitalisation des services gouvernementaux, c'est une réalité depuis plus de 10 ans. Après, nous, ce qu'on constate effectivement, c'est une accélération des cas d'usage. Donc, depuis quand même 10 ans, de nombreux pays se sont équipés d'une infrastructure, on va dire, informatique plutôt solide et qui est en amélioration constante et qui s'accompagne des cas d'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'intégralité des services qui sont proposés par chacun des ministères qui a vocation à être numérisé. Donc on va parler de la santé, on va parler de l'éducation, on va parler voilà, mais tous les ministères sont concernés aujourd'hui et ça a commencé par souvent la partie fiscale et aujourd'hui tous les ministères bien sûr ont envie d'acquérir des services digitaux et de digitaliser. Alors tout ça, nous on le voit d'un prisme un petit peu différent puisque chez Thales on essaye d'apporter de la valeur à travers toute la partie identité digitale et cybersécurité et biométrie. Et donc, nous, ce qu'on voit comme accélération vraiment depuis 4-5 ans, c'est que il y a une volonté des gouvernements de sécuriser l'accès aux services gouvernementaux, parce qu'effectivement, faire de l'informatique, digitaliser, c'est une chose, mais garantir, on va dire, l'identité des gens qui se connectent, des citoyens qui se connectent, c'est un vaste programme. Et effectivement, il y a un besoin très très fort, à la fois de sécuriser les données des citoyens qui vont être collectées, puisque se connecter à un service e-gov, ça sous-entend de s'authentifier, ça sous-entend d'avoir une sécurité, un minimum de sécurité pour s'authentifier, mais ça sous-entend aussi d'avoir au préalable une identité. Ce qui est un programme, enfin un problème, un challenge fondamental pour quasi la moitié des citoyens africains qui ne sont pas en mesure de prouver leur identité. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas d'identité, mais aujourd'hui, entre 40 et 50% des citoyens du continent africain ne sont pas en mesure de prouver leur identité. Donc, effectivement, il y a une réelle volonté des gouvernements de mettre en place un système, une infrastructure numérique, informatique. Et maintenant arrive le challenge de authentifier les citoyens, les identifier, de telle sorte qu'ils puissent utiliser ces services convenablement. Mais de ce que j'entends, on n'est plus à la partie où on fait les stratégies numériques, ni même les feuilles de route. On est véritablement, selon vous, dans la déclinaison des services e-gouv. Tout à fait. Aujourd'hui, on est dans les cas d'usage. C'est-à-dire que le concept de l'e-gov, je pense il est avéré, il est acquis par tout le monde. Et aujourd'hui, c'est comment on déploie cet accès, cette digitalisation des services. Et c'est surtout les cas d'usage qui vont aujourd'hui, on va dire, tirer la technologie et qui vont inciter les citoyens à les utiliser pour après tous les bénéfices dont on va, j'imagine, discuter pendant cette réunion.
Tout à fait. Alors maintenant, peut-être VAR 2, voire 3, si notre ami de Tunisie nous a rejoint, mais je crois que c'est toujours pas le cas. Deux cas concrets, donc peut-être d'abord le Congo, Brazzaville. Oui, Luc, merci. aujourd'hui, concrètement, vous en êtes où? C'est quoi ce sujet Igou? Est-ce que c'est un vrai sujet? Est-ce que c'est important? Ah, c'est un vrai sujet. Merci déjà, Océane, de faire participer à ce débat, cette discussion. Merci, Jean-Michel. Alors moi, effectivement, j'ai bien apprécié les cas d'usage qui sont aujourd'hui. Nous sommes à un niveau où on est plus dans le cas d'usage et nous avons plutôt à reconnaître les grands progrès qu'il y a eu ces 10 dernières années, problème d'infrastructure, des stratégies, la réglementation. Il y a eu une vraie problématique aussi de ce qu'on veut en faire. Pour beaucoup de gens, ça se limitait à la connectivité. Donc, les infrastructures ont augmenté, ont permis d'augmenter la connectivité. Et effectivement, maintenant, nous sommes dans euh, je parle d'Europe de façon générale. Je crois que les pays de ma zone en Afrique centrale ont quasiment les mêmes problématiques. Nous sommes maintenant, on a eu beaucoup de propositions d'usage, mais un peu toujours pas suffisamment bien encadré parce que chacun dans son côté, les finances, les transports, l'industrie tech, chacun fait les choses un peu sans tenir compte de l'unicité de l'informatique et une règle d'origine. Et je crois que le prédécesseur vient de le dire, c'est qu'aujourd'hui on parle d'identité, mais si vous avez pour l'état civil une identité numérique, pour les finances une identité numérique, pour la justice une identité numérique, à un moment, on se demande c'est quoi l'identité. Et donc, c'est le vrai problème que nous avons aujourd'hui, mais les progrès significatifs ont été réalisés, notamment pour la connectivité, pour la réglementation, pour même la dotation en équipement, parce que c'est un élément très important. En compétences aussi, on a vu quand même des administrations aujourd'hui qui sont de plus en plus compétentes et une sensibilisation, puisque les politiques ont aujourd'hui pris conscience de la nécessité de digitaliser, de virtualiser les services, puisque pour moi, le e-gov, par contre, je suis plus d'avis qu'on parle de e-gov, parce qu'on a tout mis dans le e-gov, au point où certains politiques pensaient même que e-gov voulait même dire que diriger un pays. Il y a des termes qui sont plus en harmonie avec ce qu'on veut en faire. C'est carrément une réorganisation, c'est une réforme de nos États qui nous conduit à la modernité, et c'est comme ça qu'il faut interpréter le e-gov. Donc aujourd'hui, les progrès sont là, et les principaux euh, points d'attention, c'est surtout l'encadrement de ce développement digital pour l'administration. Comment aujourd'hui on met en relation les citoyens et l'administration à travers des services compris, des services qui répondent à des besoins de l'administration, particulièrement dans la gouvernance et aussi dans la meilleure gestion de l'outil public. Et il y a des solutions, il y a beaucoup, on voit de plus en plus quand vous allez dans les pays africains, dès l'aéroport, on prend des empreintes biométriques. Donc, cela veut dire que on est conscient de la digitalisation de l'administration publique. Vous avez dans beaucoup de pays africains, la chaîne de dépenses, la chaîne de recettes sont quasiment plus ou moins digitalisées, parce qu'il y a des outils informatiques. Mais la vraie question, c'est la réglementation. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous avez demandé à plusieurs ministères en charge de la collecte des informations. Et ben, on ne saura pas vous dire comment c'est réglementé, parce que des organes comme la CNIL, nous, au Congo-Brazzaville, on a, et c'est d'ailleurs confirmé puisque c'est quasiment validé, on a une commission en vue, une commission en charge des données à caractère personnel qui va être mise en place. On a un cadre réglementaire qui est établi. On a aujourd'hui, en termes des infrastructures, des services publics qui sont quasiment digitalisés. On a un identifiant numérique qu'on appelle le NEW en matière pour tout ce qui touche à la fiscalité. On a aussi aujourd'hui la capacité de stocker nos documents administratifs et aussi personnels pour ceux qui le veulent. Maintenant, reste effectivement les synergies, reste à une cohérence dans l'action gouvernementale pour que ces cas d'usage soient bénéfiques pour la population. Et la place de Igou, tu veux utiliser quel vocabulaire? Je ne sais pas, peut-être la transformation numérique suffirait, Ah, voilà. mais c'est vrai que e-gov, et, euh, on a tout mis dans e-gov. Ouais. Et ça empêche Depuis aussi, 10 ans, depuis d'accord. 10 ans, même plus, Ouais, Jean-Michel, vous ouais. savez bien. Ouais. Et je vous donne un exemple et je passerai la parole aux autres. Pendant longtemps, on a dit connecter les administrations, pour beaucoup, c'était construire une fibre optique qui va interconnecter 2, 3, 4 ministères qui vont peut-être déménager d'un jour à l'autre et qui aujourd'hui avait un impact important en termes de coût d'investissement, alors que dans le même temps, les stratégies que nous avons eues en Afrique de développement de l'économie numérique a permis d'avoir
des entreprises de télécommunications capables de nous apporter Internet, ce qui veut dire que l'administration aurait pu, comme on fait pour l'énergie, pour la santé, avoir des prestataires qui leur apportaient Internet et par des dispositifs de sécurité, avoir des services publics. Donc voilà, c'est ça, ce jeu e-gov, ça a tellement créé de la zizanie dans la tête des Non, non, gens c'est vrai. qu'il faut revoir ce terme. C'est très juste. Aristide, vous, votre point de vue depuis le Bénin, voilà, où est-ce que vous en êtes? Quel est un peu l'état des lieux concret? Donc déjà chez nous, bon, déjà de manière générale, hein, on parle de e-gov, tout commence déjà avec une volonté politique. Et chez nous, cette volonté politique, elle est arrivée en 2016 avec le président Patrice Talon, qui quand il vient, ce qu'il dit tout simplement, c'est qu'il veut que le digital et le numérique aident à transformer structurellement notre économie. C'est simple, ça l'est clair, mais je vais vous donner juste quelques exemples avant de vous dire un peu ce que nous avons fait localement, en tout cas au Bénin. Vous savez, Parakou, c'est une ville un peu dans le nord du Bénin. On peut imaginer un artisan qui est à Parakou, en tout cas avant 2016, un artisan qui est à Parakou, qui veut obtenir un acte administratif. Qu'est-ce qu'il était obligé de faire? Il était déjà obligé de trouver des transports, 5 heures de route, venir à Cotonou, la capitale, et passer d'administration en administration pour récupérer. Il va aller dans la première administration où il va récupérer peut-être son acte de naissance. Il va faire la file d'attente, il aura une file d'attente, il va faire sa demande. Il n'aura peut-être pas l'acte de naissance immédiatement. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va dormir à Cotonou, soit il va repartir à Parakou, il va revenir ensuite pour aller dans une autre administration pour récupérer il va déposer son acte de naissance pour récupérer son casier judiciaire. Et pendant qu'il est en train de faire ça, qu'est-ce qu'il n'est pas en train de faire, l'artisan? Parce qu'il est en train de passer du temps sur la route, de passer du temps dans les files d'attente. Ce qu'il n'est pas en train de faire, c'est qu'il n'est pas en train de vendre, de produire de la valeur, tout simplement. C'est ça notre réalité. C'était ça notre réalité. Il n'est pas en train de produire de la valeur, donc il contribue pas à l'économie et c'est du gâchis. C'est une perte de temps dans des files d'attente, c'est une perte de temps sur les transports. Et quelque part, notre volonté, quand nous disons, nous voulons utiliser le numérique pour transformer structurellement notre économie, c'est vraiment ça. Avoir un impact sur la vie de chaque citoyen, de chaque entrepreneur, de chaque investisseur. Si aujourd'hui vous voulez venir au Bénin, et ça a été également un acte fort. Je prends quelques exemples, après je vais vous dire un peu comment nous avons fait. On parlera de la santé un peu tout à l'heure, hein. On parlera des médicaments qui tuent, des faux médicaments qui tuent. Et c'est un réel enjeu qu'il faut également adresser. Et donc, vous êtes un investisseur, vous voulez venir au Bénin, votre visa aujourd'hui, vous l'avez en quoi? En 2 minutes. En 2 minutes, et dans les 2 minutes, on a fait tous les contrôles sur vous, on a interrogé Interpol, et on vous a délivré votre visa en moins de 2 minutes. C'est ça la transformation que nous sommes en train de mettre en place, que nous avons débuté depuis 2016, et vraiment, nous voulons avoir un impact sur la vie de chacun. Et comment nous avons fait? Quand le président, il arrive, tout simplement, il dit, il veut voir les meilleurs. Quels sont les meilleurs mondiaux dans le domaine? Aussi simple question. Quand on lui dit dans les meilleurs mondiaux en termes de digitalisation d'une administration, il y a un petit pays quelque part en Europe de l'Est, là, qui s'appelle l'Estonie. Et il prend son avion, il va les voir. Il revient avec la présidente de l'Estonie qui vient au Bénin. Et on lance tout. On lance tout, qu'est-ce qu'on fait? Bien entendu, j'ai entendu tout à l'heure, je crois, c'est M. Christophe qui parlait tout à l'heure de la digitalisation et de l'identité. Ben oui, on ne fait pas de digitalisation sans l'identité. Donc, on lance une agence en charge de l'identification des personnes. Et donc, aujourd'hui, nous avons pratiquement toute la population qui a une identité unique, un numéro personnel identifiant unique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a le code, il y a la réglementation qui est clé. Donc, on adresse la problématique de la réglementation dans un des codes numériques qui aborde toutes les problématiques, hein, de protection des données personnelles, de communication électronique, de signature électronique. Voilà, on s'est inspiré, on parlera tout à l'heure on s'est inspiré du RGPD, hein, on s'est inspiré du RGPD de certains sujets. En tout cas, on a l'un des codes les plus avancés dans la région. Et après le code, il y a la problématique, oui, le code, qui a la problématique des données personnelles. On transforme notre CNIL en autorité de protection des données personnelles. Et pour nous, ça veut dire beaucoup de choses. Une autorité de protection des données personnelles avec la puissance qui va avec. Et derrière, maintenant, il y a les infrastructures. On n'a pas décidé de faire les choses étape par étape, non, parce qu'étape par étape, on va mettre 10, 15, 20 ans. Non, on a décidé de tout attaquer en parallèle, de manière assez agile quand même. Et donc, on met les infrastructures, un centre de données, niveau tier 3, on met une plateforme nationale d'interopérabilité qui interconnecte toutes les administrations entre elles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon artisan à Parakou,
Il bouge plus de son salon, il bouge plus de son local. Il continue à faire son business, à créer de la valeur, à produire de la valeur, à satisfaire des clients. Parce qu'il faut voir que dans notre pays, les gens vivent au jour le jour. L'exemple que je vous avais donné quand il est en train de faire son trajet là, il n'est pas en train de gagner de l'argent pour satisfaire sa famille en fin de journée. Et c'est ça l'enjeu pour nous. Et donc, on met en place une plateforme nationale d'interopérabilité qui connecte tout ça. Et voilà, c'est dans cette transformation que nous sommes depuis 2016. Vous avez cité l'exemple de l'Estonie qu'on cite souvent. Après, en Afrique, certains citent le Rwanda et autres. Est-ce qu'il y a des modèles justement, de faire cette transformation numérique qui vous semblent plus marcher que d'autres? Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir des bailleurs de fonds internationaux ou ça peut marcher sur fonds propres? Est-ce qu'il faut des développeurs de la partie technique au niveau local ou faire venir des grands groupes? On verra comment réagissent les autres. Et je vais d'abord à Aristide et à Luc. Et puis aussi les modèles d'organisation. Est-ce qu'il faut un ministère du numérique fort ou est-ce qu'au contraire des champions dans chaque ministère? Est-ce qu'il y a quelques modèles que vous dites, bah, c'est des modèles plutôt gagnants? Alors, vous les ayez ou non mis en place dans votre pays, mais est-ce qu'aujourd'hui vous dites qu'il y a des modèles qui sont plus gagnants d'organisation que d'autres? Bah, oui, je peux répondre. En Afrique francophone, comme vient de dire tout à l'heure Aristide. Aristide, les modèles sont quasiment les mêmes. Après, c'est celui qui met en œuvre très rapidement qui devient le modèle pour tout le monde. Généralement, c'est quasiment les mêmes problématiques, mais c'est très lié aux gouvernances et les volontés politiques sont super importantes. Par contre, souvent, il y en a qui peuvent être avancés dans la connectivité, d'autres peuvent être avancés dans des use cases. Et donc, ça varie quand même. Je pense que mais il y a des modèles, je prends le Bénin a des bons témoignages en Afrique francophone, ça, il faut le reconnaître. On a le Rwanda qui, aujourd'hui, l'administration repose sur un système digital connu de tous. Et bien, par contre, quand on creuse, on se rend compte que ces modèles ne sont pas forcément adaptables. Bien, on ne peut pas les reproduire, transposer sur tous les pays. Alors, typiquement, Congo, c'est quoi? C'est un ministère qui est fort? Alors, sur cette question, moi, j'ai toujours pensé que c'est les hommes qui font la tech. Quelles sont les volontés? Vous pouvez mettre un ministère très fort, mais un organe de régulation mauvais. Vous pouvez rattacher votre système, votre organisation je crois que c'est le cas au Bénin, votre agence du développement de l'économie numérique au niveau de la présidence, mais si les gars, ils sont pas bons, ils se mangent les bons. Par contre, vous pouvez le mettre au niveau du ministère et il sera meilleur que s'il était auprès de la présence. L'important, c'est qu'il soit actif et dynamique. Parce que très souvent, il y a un élément, c'est que les gens pensent que parce que quand on est sous la coupe de la présidence, on va forcément exécuter, on aura le pouvoir qu'il faut. Mais le pouvoir, il sert à quoi? Il va vous donner juste de parler avec les autres administrations. Et ça ne suffit pas seulement. Parfois, il faut avoir les bonnes compétences, parfois, il faut avoir des ressources, parfois, il faut avoir aussi des bons projets et il faut avoir des bons partenaires. Donc, pour moi, je pense que la question de l'ancrage d'une agence n'est pas la clé. La clé, c'est les gens qui constituent cette agence-là et aussi les écosystèmes. Si vous avez un écosystème très faible où les opérateurs ne délivrent pas, ne font pas des rapports, n'ont pas d'une qualité de service il y a des problèmes d'énergie, des problèmes de transport. Ça aussi, ça contribue à donner de la force à des agences du numérique. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la capacité des agences à faire leur travail. Aristide, votre vision du bon modèle? Les hommes aussi? Déjà, ce que je peux dire, tout à l'heure, j'ai parlé de Sony, mais il faut savoir que nous, on a une approche best of breed. Hein. On travaille avec les meilleurs. Ceux qui peuvent nous accompagner pour adresser une problématique bien précise. Mais encore, nous ne cherchons pas des solutions. Nous cherchons pas des solutions technologiques. Nous cherchons à résoudre des problèmes au quotidien de notre population. Donc, nous travaillons avec le Rwanda, vraiment avec le Rwanda. Je vais juste vous donner un exemple. Notre agence en charge de l'identification des personnes, à la tête de cette agence, c'est un Rwandais. Et c'est un Rwandais qui a implémenté cela au Rwanda. Donc, nous allons chercher les compétences où elles sont, que ce soit des Béninois de la diaspora. Moi-même, j'étais de la diaspora jusqu'en 2020. Je suis rentré au Bénin. Ou des compétences locales, ou des compétences qui ne sont pas béninoises. Notre objectif, tout simplement, c'est de régler des problèmes. Et si, dans le domaine du foncier, on doit travailler avec des gens de l'Europe du Nord, si dans le domaine des données ouvertes, on doit travailler avec la France parce que c'est ce que nous faisons avec le soutien de l'AFD. Si dans d'autres domaines, nous devons travailler avec le Maroc, le Luxembourg, nous le faisons sans aucun complexe par rapport à ça. Après, maintenant, en ce qui concerne transformer un pays quand même, ça,
surtout une administration, c'est compliqué. Et ça demande une vraie volonté politique, un soutien fort politique. Je suis entièrement d'accord. Hein. Je crois que c'est lui qui parlait tout à l'heure des hommes, c'est vrai. Mais j'ai quand même envie de penser que si il n'y avait pas notre président et il n'y avait qu'un patron d'une agence, ça ne suffirait pas parce que il y a des administrations, il y a des ministères et chacun a ses enjeux. Chacun a son schéma, son ambition politique et aussi sa transformation. Et à un moment donné, il faut des individus forts, des personnes fortes qui sont capables également d'imposer des choses. Je corrige quand même. Oui. Et je corrige quand même. Quand j'ai dit les hommes, j'ai pas voulu dire que il y a pas, il manque, ces personnes ne doivent pas avoir une influence. Il faut avoir une certaine influence. Mais la volonté, elle est dictée dans nos pays africains, par le chef de l'État. Mais le chef de l'État confie ses pouvoirs à des administrations. Donc derrière, si j'ai un ministre ou j'ai une agence qui dépend de la présidence, ah ben, et je veux dire, tous nous avons la confiance. Hein, nous mettons en œuvre cette politique. Et parfois, vous avez des structures qui dépendent de la présidence, je ne vais pas citer des pays, où c'est chaotique, il ne peut même pas parler avec le secrétaire général, il ne peut pas parler avec le directeur de cabinet, il n'est pas accessible, et C'est ainsi de vrai. suite. Par contre, si je prends notre cas, et je vais terminer par là, les pouvoirs exécutifs reviennent au gouvernement. Donc parfois, si vous voulez qu'un décret passe vite, la mise en œuvre, le budget, voter le budget, c'est des choses qu'on oublie. Négocier même avec des PTF, les parties prenantes, les partenaires, les bailleurs de fonds, si ce n'est pas le gouvernement et que vous devez repartir à la présidence, parfois ça prend du temps. Mais ce qui est vrai, c'est que quand il y a une vision politique, on la sent dans tous les départements. On la sent dans les départements ministériels, à la présidence, dans les secrétaires généraux. Et donc, ce que je voulais juste te dire, le pouvoir qu'on nous donne, cette confiance que les autorités politiques nous fait, elle se traduit par les efforts que nous-mêmes nous mettons, nos efforts pour pouvoir concrétiser les projets. C'est dans ce sens-là que je disais que les hommes sont importants. S'il faut un peu d'influence, c'est vrai, mais l'influence, c'est aussi notre capacité à parler à tout le monde et à faire avancer les dossiers avec la confiance qu'on nous fait par nos autorités. Permettez-moi de compléter quelque chose, si vous me permettez, juste pour raconter l'histoire un peu du Bénin. Au niveau du Bénin, quand on commence, on a 4 agences. On a l'agence des services et des systèmes d'information. On a l'agence de sécurité, en tout cas au niveau de la sécurité. On a l'agence de développement du numérique. On a l'agence du service universel. Les 3 premières agences sont des agences présidentielles. Donc, elles sont assez isolées, ce sont des agences présidentielles, elles sont là pour chacune exécuter une partie sur la connectivité, une partie sur la sécurité, une partie sur les systèmes d'information. Le service universel, c'est une agence numérique. On réussit notre transformation parce qu'au départ, il faut accélérer. Et à un moment donné, tout ça pour dire qu'il ne faut pas rester figé dans le temps. 2 ou 3 ans après, on se dit, OK, très bien, nous avons bien lancé les choses, maintenant on doit mutualiser. Et donc aujourd'hui, maintenant, tout a été regroupé dans une seule agence, hein, l'agence des systèmes d'information du numérique, avec des pôles, un pôle sécurité, un pôle infrastructure, un pôle système d'information dont je suis en charge. Et au conseil d'administration de l'agence, nous avons qui? Nous avons la présidence, le président du conseil d'administration et le ministre de l'économie d'État en charge de l'économie et des finances. Ça dit beaucoup de choses. La ministre du numérique. Et je peux vous dire que présidence, ministère du numérique, avec les finances à la tête, ça facilite la vie. C'est vrai, ça compte aussi. Jean-Marc, Christophe, vous, de votre regard aussi un peu externe, est-ce qu'il y a des modèles dans vos expériences en Afrique que vous trouvez mieux marcher que d'autres, justement, pour mettre en œuvre ces politiques de transformation numérique, je reprends le terme? Non, Ouais, pas tout à fait. spécialement, mais... Nous, pardon, allez-y. Non, non, Christophe, vas-y, allez-y. Non, ce qu'on peut constater, nous, c'est que s'il n'y a pas de sponsor au plus haut niveau de l'État, les projets avancent pas pour une raison en fait assez simple, c'est que très souvent les ministères en charge de la digitalisation sont un ministère qui dépendent pas du ministère de l'Intérieur. La plupart du temps, ils sont raccrochés, soit ils sont indépendants, soit ils sont raccrochés au ministère des Finances ou de l'Économie. Euh, et d'autre côté, vous avez, j'en parlais tout à l'heure, toute la partie identitaire, enfin, le sujet de l'identité, qui est un sujet régalien et qui appartient au ministère de l'Intérieur. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas un sponsor au-dessus, Premier ministre ou le président directement, qui ne donne pas une direction très claire, en fait, vous pouvez avoir, on l'a vu dans de nombreux pays, en fait, des divergences d'approches entre un ministère de l'Intérieur
qui va vouloir bien sûr conserver son droit régalien à gérer les identités des citoyens. Et de l'autre côté, un ministère en charge de la digitalisation qui va avoir sa propre feuille de route, son propre rythme, et qui va vouloir aller dans une direction qui n'est pas forcément celle voulue par le ministère de l'Intérieur, qui veut garder son précaré, qui veut conserver le registre national d'état civil, qui va vouloir le digitaliser à son rythme, qui va vouloir, voilà. Donc, nous, on a souvent vu effectivement des programmes capoter parce que les deux ministères n'étaient pas sous l'égide d'un sponsor fort, que ce soit un Premier ministre ou un président. Non, c'est un peu important. Jean-Marc, vous voulez dire? Ben, j'allais dire à peu près la même chose. D'accord. En fait, c'est que s'il n'y a pas de volonté, On rejoint un peu le point aussi. en fait, les projets ne peuvent pas avancer, mais il faut une volonté forte aussi. Parce que c'est pas une petite, je dirais, PME qu'on gère. Effectivement, je sais que tout à l'heure, on parlait de gouvernement. Donc, c'est des millions de personnes et ça se pilote pas et manage pas comme ça. Il faut vraiment une forte volonté, il faut des investissements, il faut fonctionner de manière agile. C'est un peu ça qu'on voit. Je pense qu'il n'y a pas de modèle préconçu dès le départ. Ça évolue aussi avec le temps. Et c'est en ce en quoi il faut effectivement cette agilité pour pouvoir, je dirais, faire évoluer les choses dans le temps. En 2024, quels sont les basiques aujourd'hui pour réussir? Est-ce qu'on est toujours sur les questions de connectivité, donc de réseau, donc la technique? Est-ce que c'est les réseaux, on a déjà parlé d'identité numérique, est-ce que c'est ça qu'il faut construire aujourd'hui? Est-ce que c'est l'interopérabilité des documents administratifs? Aujourd'hui, ou peut-être Christophe, pour commencer, de votre vision, où est-ce qu'on en, c'est un peu le basique là, qu'il faut vraiment arriver à consolider en 2024-2025? Ah bah pour nous, je vais revenir un petit peu au sujet qui est un peu, enfin, qui revient tout le temps chez nous. C'est d'abord la construction d'une identité numérique. Je reviens aux fondamentaux, c'est-à-dire que le gros challenge aujourd'hui, c'est de enrôler la population, de l'enrôler de manière sécurisée et d'apporter un système dans lequel les citoyens vont avoir confiance. On en a parlé un tout petit peu en introduction. Si les gouvernements ne sont pas en mesure d'apporter des systèmes euh, qui sont acceptés par la population à la fois parce qu'ils sont faciles d'accès, mais aussi parce qu'ils sont sécurisés. Donc c'est bien sûr la capacité à conserver les données des citoyens, qu'elles soient biométriques ou pas d'ailleurs, hein, mais également apporter un système qui soit extrêmement fluide. On parle beaucoup depuis le début de la volonté des gouvernements de proposer des services numériques, mais les citoyens, il ne faut pas oublier que ce sont des consommateurs. Ce sont des consommateurs qui, depuis très longtemps, utilisent des objets numériques. Ils n'ont pas attendu que les gouvernements fassent du e-gov. Ils utilisent des smartphones depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc les citoyens savent ce que c'est que d'utiliser facilement des outils digitaux. Ils font déjà de la reco faciale avec leur smartphone. Ils font déjà des paiements sécurisés à travers le mobile banking qui est largement développé en Afrique grâce aux opérateurs télécoms. Donc ils sont déjà en fait digitalisés depuis longtemps et ils ne comprennent pas ou ils ne comprendraient pas d'ailleurs en tant que consommateurs et que citoyens, bien sûr, que les gouvernements ne leur apportent pas une solution qui soit aussi, on va dire, fluide, facile d'usage et plutôt sécurisée que ce qu'ils ont déjà en tant que consommateurs de réseaux sociaux ou de services financiers, services bancaires, toute autre solution d'accès à des applications qu'ils ont sur leur smartphone. Donc c'est le sens de l'histoire. Mais encore une fois, je reviens sur le thème de départ. Il faut que les gouvernements apportent de la confiance. Sinon, tous les cas d'usage qui vont être proposés aux citoyens ne rencontreront pas le succès attendu parce que les citoyens auront peur soit de donner leur biométrie, soit ils considéreront qu'elle ne sera pas bien stockée, leur identité ou leur biométrie, ou qu'elle sera utilisée à un usage qui est pas souhaité au départ. Donc, la confiance va passer par la sécurité. Et pour amener ce niveau de sécurité, eh ben, il faut que les gouvernements soient capables de proposer une identité numérique digitale de très bonne qualité euh, et que toutes les données soient parfaitement. Il faut rassurer les citoyens sur la capacité du gouvernement à stocker leurs données
de manière ultra sécurisée et que ça va leur simplifier la vie. Et dès qu'ils vont avoir des cas d'usage où ils vont bien sûr se rendre compte que ils le voient au quotidien. Je vais prendre un exemple très simple. Je me souviens, j'ai habité au Sénégal de nombreuses années, à l'époque où Orange lançait ses services déjà de mobile money. Et je me souviens, à l'époque, les premiers cas d'usage que Orange mettait à disposition des citoyens sénégalais, c'était la capacité de payer Canal+ en ligne ou de payer sa facture d'électricité en ligne plutôt. Et je me souviens je me souviens très bien de mon assistante qui un jour fait le paiement de la facture d'électricité via Orange Money et me dit, Christophe, je viens de gagner une demi-journée de queue voilà, alors moi ça me paraissait incroyable, mais c'est un cas extrêmement simple de productivité et ça multiplié par 1000 parce que ça c'était un cas simple de l'électricité ou l'eau ou l'abonnement télé ou le paiement d'un service financier, mais pour tous les services fiscaux, les déclarations en ligne, les accès à des déclarations, que ce soit à la police ou aux services fiscaux, euh, c'est bien sûr une avancée significative et surtout un C'était gain de l'exemple d'Aristide productivité sur les incroyable. artisans. C'est ça. Jean-Marc, de l'autre côté, le basique qu'il Bah, faut vraiment le basique, concentrer. si on n'a pas d'infra robuste, ça peut pas tourner, ça peut pas fonctionner. Donc, on va avoir des systèmes qui vont tourner au ralenti et qui ne seront pas performants. Et à partir du moment où on a un outil qui n'est pas performant, derrière, les personnes vont, je dirais, ne vont pas adhérer aux solutions. Et à partir de là, ça ne peut pas fonctionner obligatoirement. Mais dans certains pays, ça fonctionne, ça marche très très bien. Et on s'aperçoit qu'effectivement, quand on fait une installation d'une solution, quelle qu'elle soit, elle fonctionne parfaitement. Mais si en face de ça, on n'a pas la robustesse de la solution et la sécurité et la formation des personnes aussi, parce qu'il y a ce sujet-là qu'on rencontre de temps en temps sur certains projets, fait que le projet peut effectivement capoter assez rapidement. Bien sûr. Aristide, vous, aujourd'hui, là où on retourne au Bénin, quel est un Nous, peu notre ce démarche est, basique qu'il faut nous, sécuriser? notre démarche est très simple, hein. Nous avons décidé d'avoir une approche en 4 M. Men, les ressources humaines. Je l'ai entendu à l'instant. C'est dans les ressources humaines, nous parlons des utilisateurs, mais également de ceux qui vont exploiter la solution. D'accord? Que ce soit technicien et informaticien ou personne du métier. Ça, c'est le premier M, le premier M. Le deuxième M, ce sont les machines proprement dites. Dans les machines, nous mettons en place, c'est vraiment ces systèmes d'information, l'interopérabilité qui va avec, etc., qui doivent être robustes et de qualité. Et avec un objectif clair, répondre une problématique réelle de la société. Le troisième M, c'est les méthodes. Dans les méthodes, nous mettons les procédures, la réglementation, etc. Je vais juste vous donner un exemple. Quand on parle aujourd'hui d'un arrêté ou d'un décret pour un acte, pendant longtemps encore, on disait, ben, pour avoir tel acte, il faut donner l'acte de naissance, il faut donner peut-être le permis, etc. Donc, on parlait de délivrer des documents. Aujourd'hui, nous parlons en termes de données. Mais pourquoi je veux l'acte de naissance? Non, c'est une donnée, le nom du père, etc. Donc, on doit revoir également notre manière d'écrire nos arrêtés, nos décrets. C'est parce que notre plateforme d'interopérabilité ne va pas récupérer des documents. Elle va récupérer une donnée, elle va vérifier que l'usager prétend bien ce qu'il est, que le nom de sa mère, qu'il a tel âge. Donc, c'est une donnée, ce n'est plus un acte de naissance, etc. Donc, là également, il y a la problématique du troisième M. Et en fait, et on l'a également dit tout à l'heure, le dernier M qui est ce que nous mettons derrière les materials. Les materials, j'ai entendu tout à l'heure, ce sont les équipements, bien entendu la connectivité. Donc nous, quand nous regardons notre transformation, la réussite de cette transformation, nous essayons de nous assurer que les 4M sont couverts. Et bien entendu, on n'en parlera pas assez, mais il y a le côté un peu financier. Tout ça, ça nécessite beaucoup d'investissement, ça nécessite de s'assurer que les solutions que nous mettons en place sont pérennes et qu'il y a des modèles économiques derrière, etc. Tout à fait. Luc, ton expérience? Bon, moi, je soutiens un peu ce que vous dites, mais il y a un niveau assez important qu'on oublie souvent, c'est l'harmonisation des politiques. Parce que la particularité de la transformation numérique, c'est la convergence des domaines. Vous avez, par exemple, Christophe qui citait déjà le cas d'usage, le registre de l'identité. Forcément, le ministre de l'Intérieur, on lui demande de sécuriser ce registre-là. Et quand on va demander à son collègue de transformer numériquement, il va vouloir garder la main mise sur ce registre-là parce qu'il doit gérer les élections, il doit gérer l'état civil, il doit gérer tout ça. Alors, ce qui manque vraiment aujourd'hui,
c'est que tous ces départements qui sont appelés à converger, dont les activités sont appelées à converger dans un monde totalement virtuel, en fait, c'est qu'ils arrivent à s'accorder. Et dans les gouvernements, moi, aux côtés du Premier ministre, en fait, non, les débats, c'est plus un débat de financement, c'est plus un débat de ressources humaines, on le sait, il faut former les gens, mais la difficulté, c'est de demander à deux personnes qui ont des prérogatives bien différentes de s'accorder et de trouver le juste milieu. Et c'est la vraie difficulté que nous avons aujourd'hui en Afrique. Je crois que le cas du Bénin, il prenait l'exemple d'avoir fusionné les administrations, mais il y a des administrations, une dépend du ministère de l'économie, des finances, l'autre dépend des télécoms, l'autre dépend de la présidence. Et quand on va dire qu'il faut fusionner, il faut qu'il y ait un membre de l'exécutif qui va porter le projet. Ça veut dire qu'il va avoir contribué les premiers adversaires, peut-être les premières contradictions viendront de ses collègues. Et ça fait que ça traîne, c'est les conseils des ministres, c'est les conseils de cabinet, c'est des réunions interministérielles. Il faut expliquer à plusieurs personnes. Donc, pour moi, aujourd'hui, tous ces aspects, ils existent, mais ils sont mineurs. La vraie, ce, le vrai blocage aujourd'hui, ce qui bloque de plus en plus les projets, c'est l'harmonisation des tâches des uns et des autres, surtout des décideurs. Et imaginez un ministre des Finances, lui dites, on va digitaliser les recettes de l'État. Il va dire non. Mais il va demander comment on va le faire. Il faut qu'il y ait des équipes. Mais ces équipes sont des experts en finance, en taxation et tout. Et la première chose qu'ils vont voir, mais ouais, mais ça, on va sauter des taxes, on va perdre de l'argent. Par contre, le tech, lui, va dire, mais c'est pas opérationnel. Cet outil est plus dynamique que ce que vous mettez en place. Donc, souvent, c'est difficultés. Là, je ne vous donne pas des exemples dans le détail, mais ce sont les grandes difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la volonté, mais c'est cette convergence des domaines qui rend parfois la décision difficile parce que c'est toujours au détriment d'un des décideurs qui a des prérogatives. C'est ça la problématique que je vois. Ah, ici, pour vous, quelle est la principale difficulté aujourd'hui, justement? C'est la même que Luc, mais c'est des questions de type sponsoring, au niveau, là, on en a parlé tout à l'heure, réglementaire, technique, Non, usage, aussi bien des agents non, des citoyens. non, C'est quoi la difficulté non, aujourd'hui? je suis pas sûr d'avoir bien compris. Nous, au Bénin, notre difficulté n'est plus dans l'exécution proprement dite ou dans l'interopérabilité entre les données. Et a priori, tout à l'heure, j'entendais parler des registres. Le ministère de l'Intérieur a le droit de garder son registre. Le ministère des Finances a tel registre. L'agence en charge des investissements ou des entreprises a son registre. La justice a son registre. Mais nous avons un cadre d'interopérabilité. Et donc, la notion de single source of truth, elle est maintenue. Mais dans le cadre, chaque acteur est responsable de mettre à disposition, bien entendu, il y a des conventions qui sont signées, à mettre à disposition ces informations. Et chaque acteur est obligé de respecter le cadre d'interopérabilité. On ne met pas un système d'information sans respecter le cadre. Chez nous, ça, c'est quelque chose qui fait partie du passé. Mais le vrai challenge, et je pense que c'est peut-être ce que Luc voulait dire tout à l'heure, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est vraiment la gestion du changement, c'est comment nous allons impacter les populations dans les zones les plus reculées. Parce que au niveau de la capitale, des personnes qui sont acculturaux digital, qui ont des smartphones, c'est très bien, qui savent c'est quoi Internet, c'est très bien. Mais on ne transforme pas un pays juste avec la capitale. Donc, les zones reculées, comment on les adresse, comment on les forme, est-ce qu'ils ont la connectivité, est-ce qu'ils ont l'outil? Là, ce sont des vrais challenges pour nous. Tout à fait. Et vous êtes pas, si je comprends bien, c'est quand même plutôt sur les registres dont on a beaucoup parlé, la logique d'interopérabilité et pas de dire demain ayons un registre unique, parce que certains pays vont dans la trajectoire du Non, registre unique des identités. non, trop compliqué. Attention, attention. Il y a un registre unique pour les personnes, pour l'état civil, Hum, mais il y a un registre unique pour les entreprises. hum, Les deux doivent parler entre eux, à travers notre plateforme, à travers le cadre. Voilà. d'accord. C'est Voilà. clair. Et on ne sauvegarde pas les informations comme on ne sauvegarde pas les informations. Imaginez, parce que je vais juste vous donner un exemple. Imaginez que je me connecte au registre des personnes, je récupère l'identité et l'état civil d'une personne, et donc je le conserve dans mes données. Et que cette personne se marie ou change de nom demain. Comment Hum, ma donnée elle est actualisée? Je ne sais pas. Donc, la règle est simple. Vous ne sauvegardez pas l'information. Vous avez besoin de l'information. Vous allez la chercher où elle est. tout à fait. Jean-Marc, c'est quoi les difficultés que sur le terrain vous rencontrez, ce qui vous semble aujourd'hui le défi à relever? Le défi à relever, bah, quand on parle, je notais là, les zones reculées, c'est vrai que quand on fait des intégrations, c'est un vrai sujet. Parce qu'effectivement, il y a la capitale, et puis après, il y a ces zones-là pour les servir.
En tout cas, c'est pas aussi simple que ça. On a fait pas mal de projets, notamment avec des agents bancaires. Et c'est vrai que aller travailler dans ces zones-là, ben, c'est assez atypique de, de pouvoir monter un projet. Alors, quand c'est un capital, ça va, mais dès que c'est un peu en sortie de zone, c'est un peu plus compliqué. Bah, si je me permets de faire une Notamment sur- parenthèse d'un exemple personnel, et c'est un cas aussi pour Christophe, parce que c'était avec les équipes de Gemalto, maintenant Thales, hein, il y a 10 ans, on avait déployé la biométrie au Gabon, et indépendamment des questions physiques, parce que des fois, bah, il fallait aller en pirogue pour voir le pour voir 4x4. les gens, et puis surtout, bah, 400 km pour aller voir au fin fond de la forêt le village de Pygmée, qui existait vraiment, avec un très bon accueil, aucune couverture réseau, ça c'est clair, donc heureusement qu'on faisait du off-net. Et on avait bien, pourtant bien préparé toutes les réponses à toutes les questions imaginables. On avait juste oublié la question. Je veux pas qu'on me prenne en photo parce que me prendre en photo va voler mon âme. Donc prenez plutôt mes pieds en photo pour les cartes d'identité. Ouais, évidemment, donc ils ont mis 2 heures à expliquer que c'était pas possible. Ils y sont arrivés, ça s'est bien passé. Mais dans la conduite du changement, on avait oublié, pour reprendre l'exemple d'Alcide, un cas particulier qui était celui-ci. Mais effectivement, ça fait partie du jeu. J'ai jamais vécu ces cas-là, mais C'est effectivement, et c'est le cas qui était évoqué. On n'est pas dans la capitale, où c'est plus facile. oui, non, mais c'est vrai que on a eu l'occasion d'aller numériser des fonds documentaires dans des zones un peu reculées. Hum. Là, il faut y aller en 4x4 avec le scanner dans le coffre, emmener les équipes, arriver sur place, faire l'installation, faire les opérations, puis après repartir. Et c'est pas. Et dans mon exemple au Gabon, l'équipe avait oublié le mot de passe du système. Et comme il n'y avait pas de réseau télécom, ils ont mis une heure et demie avant de trouver le réseau et de poser la question par SMS. Christophe, de votre côté, votre vision de ce quelles sont la principale difficulté aujourd'hui à rencontrer pour cette transformation numérique? Bah, je vais revenir sur l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est-à-dire l'adhésion des citoyens. Hum. Et encore une fois, tous les citoyens, c'est-à-dire pas ceux qui ont la chance d'être en couverture 4G dans les grandes villes, mais l'intégralité des citoyens, y compris ceux qui sont en zone éloignée. Alors, on a cité le Gabon tout à l'heure, mais on a des cas effectivement d'usage où on a dû enrôler des millions de citoyens dans des périodes très courtes, hein. En RDC, on a enrôlé 40 millions de citoyens en un an. Et pour cela, on a dû mettre en place 22 000 kits, 22 000 valises d'enrôlement qu'on a dû déployer dans l'intégralité du pays pour enrôler 42 millions d'électeurs à l'époque. Et malheureusement, cette base électorale n'a pas été utilisée ensuite pour mettre à jour le registre national civil. Mais donc ça, pour revenir à votre question, c'est que aujourd'hui, on avait eu beaucoup de difficultés effectivement à convaincre certains villages à faire l'enrôlement. Mais pourquoi? Parce que il n'y avait pas d'adhésion, il n'y avait pas de communication en amont. Et donc les gouvernements, en fait, permettez-moi l'expression, ils ont balancé des kits à travers le pays en disant il faut s'enrôler. Sauf que une grande majorité de la population n'était pas prévenue, ne savait pas ce qu'on leur faisait, pourquoi on me prend mes empreintes digitales, pourquoi on me prend en photo pour faire une reco faciale plus tard, mais pourquoi faire? Donc il n'y avait pas d'adhésion. Donc je pense que pour aller plus loin dans la digitalisation et dans le e-gov, bien sûr, il faut les infrastructures, mais tant que les citoyens n'auront pas ce niveau de confiance, on fera face. Alors ça marchera pour les grandes villes parce que les gens sont plus habitués aux services. Mais dès qu'on va aller dans les endroits un peu reculés, en fait, on va faire face à un refus, pas systématique, mais en tout cas, qui permettra pas de faire une inclusion totale du système. Et je pense que c'est un des objectifs aussi de la digitalisation, c'est de faire de l'inclusion sociale et de permettre notamment aux gens qui vivent dans les endroits très reculés et pauvres de pouvoir accéder de la même manière aux services numériques, comme pour ceux qui ont la chance de vivre, ou chance ou pas d'ailleurs, de vivre dans les grandes métropoles. Donc c'est la confiance, c'est la communication. Il faut vraiment que les gouvernements communiquent sur ce qu'ils font et comment ils le font, et de manière sécurisée. Et une fois que ces éléments sont là, il faut aller, l'étape d'après, c'est de leur expliquer que euh, la biométrie, en tout cas c'est ce que nous poussons, on est persuadé que la biométrie est un élément technologique fondamental pour faciliter, sécuriser l'accès à tous ces services gouvernementaux de manière pérenne sur le long terme et pas uniquement, vous voyez, sur un accès occasionnel. Il faut que les citoyens comprennent que partager sa biométrie, c'est partager son identité de telle sorte qu'il puisse bénéficier
de tous les services que peut proposer un pays, et pas uniquement quand ils vont à la capitale faire 2 jours de queue pour obtenir quelque chose. Il faut qu'ils comprennent que grâce à cet enrôlement, à cette biométrie, ils vont avoir accès à un nombre incalculable de services qui vont leur faciliter la vie, qui vont améliorer leur productivité et qui va favoriser l'inclusion sociale. Non, tout à fait. Bon, je vous pose une dernière question et après on laissera quelques questions publiques en présentiel et puis par écrit à ceux qui sont via Zoom. Faisons un peu de science-fiction. Allez, pas trop, mais on est en 2030. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement majeur sur ces sujets-là? Alors, aussi bien en termes de services, le service qu'on n'a pas en 2024 qui va se développer en 2030, en termes d'usage, on a beaucoup parlé d'usage, ou également, on peut aller au-delà du corps système du gouvernement, puisqu'on a évoqué tout à l'heure, voilà, on parlait de la santé, de l'éducation. Voilà, dans les 5-6 ans qui viennent, qu'est-ce que vous voyez comme changement majeur? Faites-nous rêver. On a fait les difficultés, maintenant il faut quand même Je peux commencer si vous voulez. Allez, Jean, tu veux commencer? Ouais, Allez, vas-y, Jean. Non, mais en plus, c'est une vision qu'on a, je dirais, au niveau du groupe et de ma division. Et d'ailleurs, pas que pour l'Afrique, hein, c'est un peu partout. C'est qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une approche de la gestion de documentaire avec nos solutions. Et l'objectif, et on est embarqué aussi par nos, je dirais, nos partenaires, plutôt d'aller vers une gestion de la data. C'est-à-dire que de toute façon, progressivement, on va basculer du PDF vers de la donnée, puisqu'on a de plus en plus de portails. Donc, on n'a plus besoin, je dirais, de numériser de moins en moins certains documents. On alimente, je dirais, certains portails et on va la traiter plutôt de la donnée. Et c'est ce vers quoi on tend, je dirais, nous, dans les années à venir, avec des outils et des solutions qui Et sont concrètement, ça veut dire quoi concrètement? Ça va pouvoir travailler la donnée derrière et au niveau, alors pas pour l'exposer naturellement, mais pouvoir la gérer en interne dans les gouvernements ou dans les entreprises. Avec un peu d'IA dans tout ça? Exactement. Un petit peu, voire même beaucoup d'IA derrière pour pouvoir, je dirais, accélérer ces processus. Il ne faut pas faire ça sur des bases Excel, bien sûr, mais plutôt avec de l'IA derrière pour, je dirais, aller rechercher au travers d'un prompt, je dirais, l'information dont on a besoin, en tout cas qu'elle devienne pertinente. C'est pas faire de l'information pour faire de l'information, mais faire en sorte que cette information devienne pertinente au travers d'une entreprise ou d'un gouvernement ou d'un service qu'on aurait totalement digitalisé. C'est plutôt la tendance en tout cas vers laquelle. Donc, important de la donnée. Oui. Bah, vous avez dit le mot-clé, hein, l'IA, et moi je pense qu'il faut plutôt se préparer à être surpris. On peut pas, je fais pas des paris, mais il faut plutôt se préparer à être surpris par ce que l'IA, la technologie peut apporter. Je vais une petite anecdote. En 2011, je me souviens, j'arrivais nouvellement au Congo et en pleine réunion avec des autorités, je disais, bah, on doit tout faire pour qu'on ait la fibre à domicile. Alors tout le monde dit, tu es fou, c'est pas ça, c'est pas fait pour nous, c'est pour l'Occident, c'est pour les pays riches, nous on peut pas, mais aujourd'hui on a une couverture qui atteint 30% de gens en FTTH. Vous voyez, c'est pour dire que c'est très, il y a tellement d'initiatives et quand on prend l'IA, on prend la cybersécurité, la problématique de l'identité numérique des personnes physiques et morales, je suis persuadé que ce qu'on peut dire à cette belle question, c'est plutôt se préparer à être surpris et quand on doit être surpris, on ne sait pas ce qui va arriver. Je crois que c'était la semaine dernière au Togo, justement, il y avait la semaine de l'IA, c'est ça en Afrique. Il y a des choses qui tombent, tu t'es dit, ah, ça, on n'y a pas pensé. Il y a des choses où tu vois des cas d'application originales. Oui, il y en a, mais ça reste. Il y a, je ne sais plus qui l'a dit, mais le besoin, il faut que la technologie réponde à des besoins. Aujourd'hui, je ne peux pas partager le lien de cette réunion à mes collègues, que ce soit au cabinet, que ce soit les membres du gouvernement. Ils vont dire, bon, lui, c'est super, c'est beau, il faut la technologie, on a des problèmes énergétiques, on a des coupures d'électricité, on a des problèmes d'eau. Et donc, du coup, tant qu'on n'a pas adressé ces questions fondamentales de l'existence des citoyens, on est toujours perçu pour des gens, bon, c'est bien, mais c'est une couche, c'est une petite population, c'est une partie de la population qui est concernée. Même quand vous faites des choses extraordinaires, même quand on va résoudre les problèmes des gens qui sont à l'intérieur des pays. La vraie question, c'est qu'il faut qu'on arrive avec des solutions, comme l'a fait le mobile money, régler les problèmes des citoyens. Et aujourd'hui, c'est pas facile, puisqu'il y a beaucoup de problèmes connexes qui sont vraiment externes, qui ne sont pas liés à la technologie ou même à notre bonne volonté. Mais quand on a le passé que nous avons, et je pense que Jean-Michel le connaît,
En Afrique centrale, on avait encore en 2010. On parle d'une décennie, quoi. On ne parle pas de 50 ans, 100 ans. Un coût de 2 mégas à 300 millions, je crois, de francs CFA, de 2 mégas. Et aujourd'hui, on l'a à moins de 10 dollars. Donc, vous imaginez un peu, on est surpris de savoir que ces choses-là sont possibles. Et profitons au mieux de la technologie, encourageons les personnes qui ont des bonnes initiatives comme les porteurs de projets qui vivent au quotidien des réalités. Peut-être qu'ils vont nous sortir la deuxième solution technologique, qui, comme l'a fait le paiement en ligne, puisqu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui veulent même plus avoir de mobile paiement en ligne par mobile. C'est devenu un problème social. À l'époque, quelqu'un pouvait venir vous voir, ça c'est la culture africaine, et je suis malade, l'enfant est malade, vous me donnez 2000 francs, vous me donnez 5000 francs, on savait dire là, j'ai rien, on n'a pas payé les gens et tout. Et maintenant, quelqu'un va vous appeler, va dire, je t'ai envoyé un mobile, réponds-moi quand tu veux. Et du coup, c'est devenu un outil carrément pour régler des problèmes sociaux, parce que la technologie a facilité la mise en relation des différentes couches sociales. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut s'attendre à être surpris. Ce qu'on peut dire à cette question, je le répète, il faut se préparer à la surprise. Et on aimerait que cette surprise soit portée par l'intelligence artificielle qui nous conduit à un avenir aujourd'hui, peut-être pas incertain, mais qu'on ne peut pas prédire à ce stade. Et c'est vrai qu'il y a des enjeux pour les États, c'est notamment les filets sociaux qui peuvent être aujourd'hui envoyés par. Ça fait partie des solutions, mais tout le monde n'est pas bénéficiaire des filets sociaux. Et la question, c'est de trouver la solution aux problèmes communs des citoyens. Et la technologie, si elle peut apporter cette solution, on aura fait des grands pas. On aura fait des grands pas. Et je pense, moi, je crois en la technologie, je crois en tout ce qui se passe en cybersécurité. Il faut continuer à renforcer, rendre robustes nos infrastructures, apporter des solutions, intégrer, accélérer la virtualisation avec toutes les conditions qu'il faut, l'identité, la sécurité, l'interopérabilité. Il faut apporter des solutions qui facilitent la vie de beaucoup de gens. Et j'ai terminé par là. Hier, je discutais avec des amis qui me disaient, mais ouais, mais on a dit qu'à Paris, il y aura le bazar quand on a dit qu'à Paris, il y aura le bazar avec les JO. Et un me dit, ah non, nous, c'est pas un problème. Au contraire, on va faire du télétravail. Est-ce que vous imaginez avant Covid qu'il y ait un citoyen français qui va vous dire, bah non, il y aura des bouchons et tout, on peut travailler à la maison. On a développé, grâce à la technologie, des nouvelles habitudes, notamment en cas de difficulté, là, il y aura du trafic, j'ai appris que les routes seront barrées, mais il y a des solutions parce que la technologie a apporté des solutions. Bienvenue à Paris. Aristide, faites-nous rêver sur comment vous voyez les choses dans 5-6 ans. Les nouveautés, les changements. Dans 5-6 ans, déjà, ce que j'espère, en tout cas en ce qui concerne le Bénin et l'Afrique en général, c'est que nous ayons des populations dans les zones les plus reculées et plus épanouies, qui ont accès à un meilleur système de santé, qui ont l'énergie, qui arrivent à se nourrir, etc. Et ça, la technologie peut aider. La technologie peut aider sur la santé, la technologie des citoyens beaucoup plus éduqués. La technologie peut aider sur l'éducation. La technologie peut aider au niveau de l'agriculture. On parlait d'IA tout à l'heure. Comment l'IA peut aider nos producteurs à être beaucoup plus efficients, plus effectifs. Comment de la meilleure prédiction. Comment la télémédecine peut se développer pour apporter des soins dans les zones les plus reculées. Moi, je dirais que c'est notre principal challenge. Et bien entendu, dans tout ça, et je crois que c'est Christophe il a souvent répété aujourd'hui, c'est la confiance. Et ça, je crois, c'est clé. Pour à un moment donné consommer les services, etc., il faut, de toute façon, dans le monde du digital, il faut savoir avec qui on interagit. Et l'identité numérique est importante. Et donc, la confiance dans cet écosystème est importante. Et d'un point de vue maintenant technologique, j'ai abordé le premier M, hein, les ressources humaines. Le second M qui concerne les machines, ce que je dirais, j'espère en tout cas, bien entendu, IA based, mais j'espère qu'elles seront de plus en plus ouvertes. Et là, je saisis cette opportunité. J'ai Thales, j'ai certainement d'autres acteurs qui nous écoutent. Pensez à avoir des solutions plus ouvertes. Pensez à avoir des solutions qui interopèrent avec d'autres. Parce qu'à partir du moment où vos solutions sont fermées, non, à la fin de la journée, ça a un impact sur les populations. Et je pense que Thales ou autre, je dis pas que Thales n'a pas de solutions ouvertes, hein. Je ne le dis pas parce que je les connais peut-être pas assez bien. Même si j'ai une petite aventure Thales il y a quelques années, dans un passé lointain. Mais vraiment, pensez à avoir des solutions beaucoup plus ouvertes. Pensez à tout simplement à faire en sorte qu'il y ait, à faciliter le transfert de compétences, le transfert de connaissances vers nos nations. Et voilà. Et je pense que humainement, on aura réussi. Merci. Merci, Aristide. Christophe, on vous fait confiance pour finir ce tour de table et pour nous faire rêver.
Bah, écoutez, moi, dans 5 ans, je vais être optimiste. Je pense que d'ici 5 ans, la moitié de la population en Afrique disposera d'une identité digitale, ce qui n'est pas encore le cas, mais je pense que d'ici 5 ans, avec l'évolution exponentielle des technologies et de l'adoption des systèmes, je pense que au moins la moitié de la population africaine disposera d'un document physique d'identité et une identité digitale qui sera bien sûr fondamentale et nécessaire pour se connecter et pour être authentifié sur toutes les plateformes e-gov. Donc ça, je pense que c'est pas un vœu pieux, je pense que c'est une tendance naturelle. On voit beaucoup de programmes en ce moment d'appels d'offres sur l'identité fondationnelle en Afrique. Il y a un programme que vous connaissez, hein, qui est financé par la Banque mondiale, qui est en train de se déployer à travers l'Afrique. Là, on est vraiment dans l'accélération, donc je suis assez optimiste sur le fait que, euh, on va dire, l'enrôlement des citoyens et la mise à disposition d'une identité prouvable sera vraiment une réalité. Et puis pour rebondir sur le point d'Aristide, sur les applications, alors vous avez tout à fait raison, hein, les applications, bah, aujourd'hui, tous les services et applications qu'on met en œuvre se basent sur de l'OpenID, sur des standards de type OSIA, avec des systèmes d'enrôlement qui sont compatibles avec les systèmes OSIA ou MOSIP, et qui, par définition, vont être aussi interopérables entre les États. Et là, je pense typiquement à des cas d'usage comme la CEDEAO ou autres. Donc, oui, pour répondre à votre question, les solutions et les applications qu'on a développées, les systèmes d'enrôlement sont tous interopérables. Les applications, les Digital ID Wallet sont interopérables et ils sont développés pour cet objectif d'être interopérables, pas seulement de manière interministérielle, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais aussi interétatique au sein du continent africain. Donc, il y a les solutions technologiques, elles sont toutes là. Elles sont toutes là. Il y a les applications interopérables, il y a la biométrie, il y a la cybersécurité qui est là pour garantir l'accès et la pérennité des systèmes. Donc, il y a toutes les solutions technologiques sont présentes. J'ai envie de dire, il suffit plus que d'une grosse volonté politique pour accélérer cette digitalisation et de la rendre surtout accessible à tout le monde. Bon. Merci Christophe. Quelques minutes pour des questions d'abord de la salle. Ça commence. Je t'en prie. Oui, plus une question s'adresse à tout le monde, mais peut-être davantage encore à Luc et à Aristide. Est-ce que vous avez regardé certainement le système qui a été mis en place en Inde? Parce qu'au fond, voilà un système qui a été développé depuis 2016, d'identité numérique, C'est le Mosip. qui touche maintenant, c'est le système Aadhaar, qui touche 1 milliard 380 millions d'individus sur une population à peine supérieure, donc qui touche l'intégralité de la population indienne, système biométrique. C'est un succès, je crois, assez connu, peu connu en France d'ailleurs, davantage dans les pays anglo-saxons. Mais est-ce que certains, ce système, est-ce qu'il n'est pas un peu un exemple de ce qui peut être transposé en Afrique? Parce que les difficultés de connectivité, de confiance, tous les enjeux que vous avez signalés depuis le début se posent, ça sont très proches en Inde. Parce que là, on a un succès. Je veux dire, là, il y a eu un système qui est mis en place, qui existe, qui fonctionne. Je vais répondre d'abord. Déjà, merci pour la question. Et en tout cas, à titre personnel, je suis beaucoup ce qui se passe en Inde. Et oui, nous avons regardé ce qui s'est fait en Inde. Et je vais vous dire, vous avez tout à fait raison. Moi, j'aime bien, je pense que l'Inde a les mêmes problématiques, les mêmes enjeux que nous, mais à une échelle 10 fois, en tout cas, plus élevée qu'un pays comme le Bénin, ou 100 fois, 1000 fois plus élevée, et en avance dans les solutions à ces problèmes. Donc, pour nous, l'Inde reste toujours une référence que nous regardons toujours, hein. Il y a encore, je crois, même pas 5 ou 6 mois, mon directeur général et toute une équipe étaient en Inde pour regarder ce qui se passe et nous essayons toujours de tirer des leçons par rapport à ce qu'ils ont fait. Nous sommes partis au départ sur notre identité numérique. Nous n'avions pas regardé l'Inde, mais aujourd'hui, nous regardons et nous allons voir si à un moment donné, on peut se retrouver.
Mais l'Inde reste un modèle. Je suis tout à fait aligné avec ce qui vient d'être dit. Moi, je vais dire que c'est effectivement, c'est un super modèle, voilà. Le seul problème, c'est que le cas, par exemple, du Congo, c'est pas le système qui pose problème en lui-même, c'est la gouvernance. Pourquoi? Parce que vous avez une biométrie pour les fonctionnaires, un système biométrique différent pour les administrateurs et un autre pour la Ligue des finances, un autre pour la caisse d'assurance maladie. Ça fait que ça fait beaucoup à un moment et c'est là où on a du mal à harmoniser un peu les choses, même s'il y a une interopérabilité qui se fait. Mais derrière nos structures technologiques, techniques, il y a des textes à prendre, il y a une gouvernance à mettre en place et c'est là où on a certaines difficultés. Par contre, c'est un super bon modèle. Et je pense que c'est le problème, en tout cas pour l'Afrique, le Congo, l'Afrique centrale que je connais, c'est surtout au niveau des institutions et l'organisation gouvernante, la gouvernance. Pas le gouvernement, mais la gouvernance. Oui, autre question? Moi, je vais être un peu plus prosaïque là, parce que je pense que les solutions elles existent. En fait, la technologie existe pour répondre à tous les besoins. Et vous parlez très justement, Luc, du problème de gouvernance. Donc, c'est un sujet. Est-ce qu'il n'y a pas un autre sujet qui est beaucoup plus, enfin, beaucoup plus terre à terre, qui est celui de tout ce qui est la technique, par exemple, avec l'électricité. Donc, on peut avoir des systèmes pas au point, mais quand il y a pas d'électricité à Parakou ou je ne sais pas où, le problème ne marche pas. Donc, est-ce que une des limites du développement, c'est pas l'accès à la technologie, mais c'est l'accès aux infrastructures de base? Euh, oui et non. J'aime prendre l'exemple des opérateurs mobiles. Nous avons une couverture de 80% du territoire national en téléphonie mobile, ce qui veut dire qu'il y a au moins au niveau des BTS un groupe électrogène. Le problème que ça pose, c'est pas seulement de l'indisponibilité, mais du coût. Pour que vous ayez une électricité de seconde, c'est-à-dire des groupes électrogènes, ou même si c'est pas des centrales, des barrages et tout, il faudra à un moment payer très cher l'électricité. Et du coup, ça rend le service coûteux. Pour l'administration publique, pour la gouvernance, parce qu'on parle de e-gov, hein, au sens de services numériques pour l'administration, ça pose un peu des problèmes. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a des problèmes, comme je disais, autres aussi, ça fait partie des problèmes et c'est pas le seul problème. Et c'est pas la cause réelle parce qu'on peut avoir l'énergie. On n'a pas parlé aujourd'hui des taxes, on n'a pas parlé des coûts liés aujourd'hui au prix. Moi, avant de venir, j'étais en réunion pendant 3-4 heures avec des opérateurs. Certains veulent baisser les prix, d'autres qui disent, mais non, on ne peut plus suivre, là, ça coûte trop cher. Et il faut des arbitrages à ce niveau-là. Donc, on peut apporter toutes les solutions, on peut avoir les solutions, mais le vrai problème derrière, c'est qu'au final, ça coûte cher, donc peu d'utilisateurs, il n'y a pas d'impact. Mais c'est un problème. Je suis totalement aligné avec ce qui vient d'être dit en ce qui concerne le coût. Le, 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 le coût est un facteur déterminant. Voilà, c'est aussi simple que cela. Apporter de l'électricité aux personnes dans des zones reculées, voilà, déjà c'est difficile. Et en plus, même quand elle est disponible, elle est chère. Donc, ce sont de vrais enjeux. Je vais vous juste vous partager une petite expérience. J'ai la chance, en plus de mes responsabilités, d'être président d'une association qui s'appelle Ishiro. Ishiro a pour objectif pour vulgariser l'intelligence artificielle au Bénin. Et nous avons plein de jeunes talentueux. Vous savez, au Bénin, hein, c'est un pays de mathématiciens à la base. Et nous avons plein de jeunes talentueux qui participent. Et récemment, on a participé à un concours où j'ai observé les jeunes. Ils sont, en très peu de temps, en tout cas, ils ont eu un excellent résultat. Mais pendant tout le concours, ce que j'entendais, c'est j'ai une coupure d'électricité. Ah, je n'ai plus de crédit pour mon Internet. Ah, je suis confronté à telle difficulté. Et ça, c'est une réalité quotidienne. Et et ce sont ces jeunes-là qui vont trouver des solutions locales qui vont permettre de résoudre des problèmes locaux. La, la résolution de nos problèmes locaux ne viendra pas de Paris. Désolé, elle ne viendra pas de Paris. Elle viendra de personnes qui les connaissent, bien entendu, qui s'appuient sur une expertise aussi des partenariats ou à même des investissements avec des partenaires internationaux parisiens ou de Bordeaux, hein, ou d'Estonie, j'en sais rien. Mais
Nous avons besoin de ces acteurs-là pour transformer. Et ces acteurs-là, à un moment donné, on a besoin d'électricité, on a besoin d'Internet, on a même besoin d'eau, tout simplement. Et ce n'est pas facile. Donc, ce sont de vrais enjeux et vous avez tout à fait raison. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui dans nos pays, attention, on va d'abord régler l'électricité, on va Mm. d'abord régler la connectivité avant, sinon on attend 10 ans. Entre-temps, il y Mais a des sachant, gens qui meurent, qui ont besoin de solutions de télémédecine aujourd'hui. Et donc, il faut adresser tous ces problèmes aujourd'hui. et sur juste sur la dimension coût, je rappelle, parce que ceux qui sont en Europe ne le voient peut-être pas, mais contrairement à l'Europe, dans la plupart des pays africains, il n'y a pas de péréquation géographique. Donc souvent, c'est dans les zones les plus reculées où l'accès est le plus compliqué, où l'électricité coûte plus cher, alors souvent c'est aussi là où le niveau de vie est le plus faible, donc c'est une double, triple peine en plus. Je l'ai juste complété pour la question qui nous est souvent, à laquelle on est souvent confronté de l'énergie. Ceux qui ont suivi BFM ce matin ont bien vu qu'une des problématiques des enjeux politiques aujourd'hui, c'est aussi la hausse des prix de l'énergie. Mais la différence avec l'Occident, c'est qu'il y a des solutions alternatives. Si vous suivez le ministre de l'économie qui disait que d'ici 5 ans, je crois, il y aurait une baisse de 10 à 15%. Il y a des cabinets qui travaillent, qui anticipent. Je ne fais pas de la politique, mais je vous donne un peu l'état d'esprit qui peut être le nôtre. Chez nous, malheureusement, on regarde parfois des infrastructures qui n'ont pas suivi, parfois il y a eu ce qu'il faut rappeler, je prends l'exemple du Congo-Brazza, on dit il y a 10 ans, on a détruit toutes les infrastructures suite à malheureusement, des problèmes politiques et tout. Mais en 10 ans, on a construit des infrastructures pour répondre à des besoins d'une population de 5-6 millions d'habitants. On va demander dans 10 ans de faire encore des investissements pour une population qui est passée à 7 millions d'habitants. Malheureusement, ça ne suit pas toujours exponentiellement les besoins. Ces problèmes sont mondiaux, malheureusement, et je pense que le secteur, en tout cas l'industrie numérique, fait beaucoup d'efforts là où on peut apporter la connectivité avec de l'énergie, quand même ça coûte cher. Et on a une exigence. Les régulateurs imposent aux opérateurs d'avoir des comptabilités analytiques. Donc, le coût même de l'énergie, parfois, est noyé dans plusieurs exigences financières, mais on apporte quand même la connectivité. Et nos administrations, pour ne finir que là, en termes de connectivité, on a parlé de la Banque mondiale, on a aujourd'hui des financements suffisants pour interconnecter les administrations. Est-ce que c'est la solution? Je ne sais pas. Moi, j'aime dire, avec ma petite expérience et mon recul, on aurait peut-être plus laissé les opérateurs connecter les administrations et cet argent, pourquoi pas développer des infrastructures de base comme pour l'énergie et tout. En fait, c'est des cercles de réflexion d'un certain niveau qui dépassent le secteur du numérique et tout notre écosystème. C'est plus large que ça, comme c'est le cas en France. Quand on suit les débats, on se rend compte que c'est quand même d'un autre niveau, mais ça reste les problèmes d'énergie qui touchent le citoyen français. Mais ce que je voulais dire par ma question, c'est pas ma question à L'observation, c'était bien. qu'en fait, que le développement de tout le niveau dont on parle, il n'est pas limité par la technologie, il peut être limité par des systèmes de services de base qui sont l'électricité. Ils sont pas accessibles. Totalement d'accord. Je tenais de compléter. Totalement d'accord. J'avais une question au fond. Et je crois que j'ai l'impression qu'il y a peut-être deux questions sur. D'accord. Alors d'abord au fond, et puis après la question en ligne. Oui, je salue l'évolution du numérique. En fait, il y a quelques années à Abidjan, j'avais vu tout un dispositif qui était mis en place pour faire mieux rentrer les amendes, bien inclus les contrôles avec les sites, etc. Maintenant, on a quelque chose de beaucoup plus ouvert sur l'identité numérique, etc. Il y a deux mots que je n'ai pas entendus, mais peut-être que ça n'a rien à voir, et en fait, je ne vais pas trop ouvrir le débat. C'est le mot électronisme et le mot blockchain. Alors, l'électronisme, c'est vrai qu'on peut constater que même dans les populations reculées, comme vous dites, il y a une espèce d'alphabétisation numérique à assurer. Et blockchain, je pense que c'est quelque chose d'assez important pour le développement de technologies, enfin, de services. Parenthèse, en septembre, prochaine commission digitale du CIAN sur justement tout ce qui est formation et numérique, dont l'électronique Merci pour la pub. Quelqu'un veut réagir sur ces questions? Alors, à la fois la question de la formation des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui ne savent pas utiliser ces outils, et la question de la blockchain en termes d'outils de. Juste, je ne vais pas répondre directement, mais je vais vous donner un cas du Sénégal, pays développé modèle aussi dans les télécoms. Vous allez au Sénégal, tout le monde ne parle pas français. Vous avez une chauffeur de taxi, il ne parle pas français. Si vous ne savez pas parler Wolof, même nous, Africains, on s'en sort pas. Mais ils ont développé leur pays. On n'a pas besoin d'avoir une masse critique de personnes vraiment formées au digital. Surtout maintenant où on sait que toutes les normes avec l'équipement, tout ce qui touche les règles
sont quasiment universelles grâce à l'Union internationale des télécommunications. L'usage, oui, mais quel usage? Vous n'avez pas demandé à quelqu'un qui est agriculteur de pouvoir aujourd'hui avoir un ordinateur et de faire du chat GPT tout le temps. Donc après, il faut relativiser, mais je pense que c'est un problème. Peut-être qu'on suivra en septembre euh, l'atelier de la commission, mais il faut juste relativiser pour être à l'aise avec cette question. Sur la partie blockchain, peut-être, Christophe, parce que j'imagine, on voit de plus en plus apparaître des cas dans tout ce qui est identité numérique, d'association de la biométrie de la blockchain. Peut-être vous voulez dire un mot sur ce sujet? Oui, alors on n'utilise pas cette technologie. On ne l'a pas, on ne l'a pas intégrée. Bien sûr, on- on la regarde de près, mais aujourd'hui, c'est pas une technologie qui a été, on va dire, reprise pour la conception de nos solutions. On fait de la cybersécurité by design, comme on dit, c'est-à-dire on travaille la sécurité des applications dès leur conception. On utilise bien entendu tous les systèmes de cybersécurité classiques, mais on va dire que la blockchain n'a pas que des inconvénients, enfin, elle n'a pas que des avantages, elle a aussi beaucoup d'inconvénients, notamment en termes de consommation d'énergie et d'adoption. Donc ça, pour l'instant, c'est une technologie qui n'a pas été retenue, en tout cas par Thales, pour sécuriser on va dire, la chaîne complète d'enrôlement, de gestion de l'identité, et de stockage des identités. On utilise, on va dire, de l'informatique plutôt classique avec des modules sécuritaires et des clés de cryptage suffisamment performants pour garantir la sécurité des données biométriques des citoyens. Alors, sur d'autres sujets, par contre, je rappelle qu'on a eu des conférences précédentes depuis 2 ans sur justement la blockchain en Afrique, puisque c'est quand même très utilisé, notamment dans tout ce qui est smart contract, suivi budgétaire, et puis tout ce qui est CBDC, donc monnaie électronique de banque centrale. Jean-Marc, vous voulez dire un mot sur la partie formation? C'est vrai que sur la partie blockchain, nous, dans le côté documentaire, c'est pas vraiment des solutions qu'on utilise. Même, je dirais ici, en métropole, on est plutôt sur des solutions de système d'archivage électronique à vocation probatoire. C'est pas des solutions qu'on a développées pour le moment en Afrique, pour différentes raisons, notamment de structures, d'infrastructures qu'il faut avoir derrière. Mais c'est vrai que la blockchain, c'est pas des sujets sur lesquels on travaille au quotidien. En tout cas, chez nous, Je vois qu'il y a une dernière question qu'on va prendre en ligne, et c'est Virgile qui va être le porte-parole des gens qui écrivent. Non, la question justement était liée à la Et blockchain. une dernière en salle, après. Si je m'ai compris, je n'ai pas vu, mais Virgile. La question était liée à la blockchain, mais dans le cas de l'interopérabilité, dont on avait parlé tout à l'heure. Donc, en parlant d'interopérabilité, pourquoi l'apport de la technologie blockchain est-elle autant sous-cotée dans la sphère africaine? Est-ce que quelqu'un veut répondre justement, c'est un peu la suite de la précédente question. Blockchain sous-cotée en Afrique? Tu peux donner des punks. Non, personne? j'ai pas la réponse. Bon, c'est une question piège pour mon intervenant. Enfin, moi, je peux témoigner sur des sujets qu'on voit chez Bearing Point que dans d'autres pays africains et par d'autres acteurs, la blockchain est une vraie cote en Afrique. Je pense au smart contract. Je pense qu'à tout ce qui est suivi par exemple, des budgets des États, etc. Il y a plusieurs pays. Le premier pays africain qui suit son budget avec la blockchain, c'est Burkina Faso, grâce à la KfW, il ne faut pas l'oublier. L'Éthiopie s'y met aussi pour les diplômes. Enfin, et il y a des acteurs qui font de l'identité numérique et de associée blockchain biométrie. Donc, il y a des acteurs qui utilisent la blockchain en complément. Et comme je dis souvent, la blockchain, c'est comme souvent le paiement mobile ou autre, ça permet de remplacer la défaillance de certains acteurs qui n'existent pas en Afrique ou dont les tiers de confiance. Les notaires en Afrique, il y en a moins qu'en Europe, etc., etc. Et je crois qu'il y avait une dernière question. Ah, oh, et tout au fond. Moi, j'ai une question pour M. Adjinabi. Je voulais savoir au Bénin, quelle démarche concrètement vous avez utilisée pour embarquer les populations reculées? Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, M. Adjinakou au Bénin, quelle démarche avez-vous utilisée pour justement embarquer les populations reculées dans votre pays? C'est un vrai challenge. Et nous n'avons pas encore totalement la solution aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons mis en place ce que nous appelons des points numériques communautaires. Ça revient, je crois, il y a eu la problématique de l'électronisme tout à l'heure. Bon, déjà en termes de couverture, connectivité Internet, ça, il n'y a pas de problème, nous l'avons déployé, OK. Mais à un moment donné, il faut permettre aux citoyens, aux populations dans des zones reculées d'accéder
qui ne comprennent pas les codes du digital et de pouvoir consommer des services publics. Et donc, notre stratégie de points de numérique communautaire, PNC, que nous appelons, nous avons déployé sur aujourd'hui à peu près dans 50 communes, 50 communes du Bénin. Et ça permet voilà, tout simplement de rapprocher le service public des citoyens. Nous allons passer à une autre échelle où nous avons prévu aujourd'hui de labelliser, de donner des labels, en tout cas des agréments à des petites structures locales qui vont jouer ce rôle de relais sur le terrain pour gérer cette problématique du dernier kilomètre entre le service public et les citoyens. Allez, on prend une dernière question au fond. Ça ne frustre personne. Non, allez, monsieur. Une question à monsieur Missidimasi. Ah, Donc, ça concerne la formation. Le cas du Congo, nous avons 12 départements. Et visiblement, il n'y a que 3 départements où il y a le passage de l'enseignement supérieur. Est-ce qu'il y a des synergies aujourd'hui? Je ne vais pas dire est-ce qu'il y a éventuellement des solutions pour pouvoir reprendre non seulement aux problématiques d'exode rural, parce que généralement, c'est des populations qui se déplacent des zones rurales vers les zones urbaines en matière d'enseignement supérieur. Est-ce que les synergies sont possibles, d'autant plus que le plan national de développement du numérique est en tête de tout le temps? Est-ce que c'est possible, par exemple, d'avoir, en étant dans une campagne, dans un autre département, où il n'y a pas d'enseignement supérieur, d'avoir un enseignement libre dans le domaine de l'agriculture sans pourtant se déplacer de sa localité vers le centre-ville, notamment Brazzaville, Pointe-Noire, où il y a des universités? Merci. Elle est plus générale, la question n'est pas focus IGOV. Hein. Je veux dire, dans l'enseignement supérieur, on n'a pas des universités partout. Et puis, il n'y a pas à ce que je sache, il n'y a pas de système éducatif particulier dans ces zones-là. Il faut faire comme nos grands-parents. Et d'ailleurs, même notre président de la République, qui faisait des kilomètres pour arriver à son lieu d'études et ça ne l'a pas empêché d'être président de la République aujourd'hui. Bon, c'est pas les mêmes époques, mais il y a encore cette difficulté. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on est en train d'implanter des universités dans le Tuilou, à Pointe-Noire, je crois dans la partie centre. Il y a 2 universités en construction, mais ce sont des problèmes réels. Je ne sais pas si vous connaissez bien le Congo, mais il y a encore des problèmes. C'est peut-être pas des problèmes, on est en train de progresser vers des sortes d'enseignement supérieur sur tout le territoire national. En tout cas, merci beaucoup à Aristide, Jean-Marc, Christophe et Luc pour la clarté de leurs réponses. Ouais, franchement, j'ai bien aimé, puis c'était concret, on n'est pas parti dans des grandes théories. C'est super appréciable. Un grand merci à vous 4. Donc, les 2 autres conventions digitales du CIAN auront lieu, donc une en septembre et une en novembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, une sur effectivement tout ce qui est éducation numérique, on y revient. Et puis l'autre sera sur l'IA, on en a parlé, l'IA en Afrique. Il y en aura une aussi sur IA et santé. Alors oui, IA et santé, c'est avec la commission santé, c'est au mois de juin d'ailleurs, c'est dans 10 jours. Effectivement, tu as raison. Commission santé et digitale, nous travaillons ensemble en Afrique sur santé et intelligence artificielle. Merci à tous et très bonne soirée. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci à tous.